vous me rappelez ici le nombre d'infractions antisémites, d'agressions antisémites. Peut-être que nous n'avons pas été suffisamment attentifs. Vous dites qu'il faut qu'on soit ferme et rapide sur la question de l'antisémitisme. Vous vous souvenez peut-être qu'en juillet 2014, il y avait eu cette manifestation officiellement à l'appel du soutien à la Palestine. 15 000 personnes qui avaient défilé en France. Et à la fin de cette manifestation, des slogans qu'on avait entendus avec les mots aux Juifs. 16 interpellations à la fin de la manifestation. J'ai regardé ce qu'ils étaient devenus, ces 16 personnes qui avaient été arrêtées. Et bien sur les 16 personnes interpellées lors de cette manifestation avec les slogans aux Juifs, il y en a 11 qui ont été relâchés, faute de preuves. Il y en a 4 qui ont été jugés en correctionnel. 3 ont été relaxés. Une seule donc de ces 16 personnes interpellées a finalement été condamnée à 3 mois de prison avec sursis. Et encore, non pas pour les propos antisémites qu'ils ont eu trop de mal à qualifier, mais pour avoir dégradé un rétroviseur et un deux roues. Est-ce que c'est pour ça que vous dites aujourd'hui qu'il faut être ferme, parce qu'on ne l'a pas été ? Oui, d'abord, madame, pour condamner un homme, quels que soient les faits qui lui sont reprochés, dans notre pays, il faut des preuves. Bon, si les juges n'en ont pas trouvé, il faut que vous entendiez, et ce n'est pas le nombre qui change cette règle, qu'on ne peut pas entrer en voie de condamnation. Ensuite, il y a tout un processus duquel le garde des Sceaux est forcément exclu, car je le redis, la justice est indépendante. Et c'est toujours gênant pour moi ces questions. Pourquoi ? Parce qu'au fond, on donne le sentiment aux téléspectateurs que le garde des Sceaux, il ne veut pas répondre. Et moi, je souhaite répondre, mais la Constitution me l'interdit. En l'occurrence, je respecte parfaitement les institutions, Éric Dupond-Moretti, mais il y a d'un côté votre circulaire qui est extrêmement précise et ferme, oui, et où l'on entend votre détermination, oui, et puis il y a de l'autre les faits, et c'est pour ça que je voulais aussi en revenir à cela. C'est-à-dire au bout de la chaîne judiciaire, qu'est-ce que ça devient ? Mais qu'est-ce que ça devient ? Ça dépend des situations, ça dépend des circonstances, ça dépend des preuves que l'on a pu rapporter contre ceux qui sont attraits devant les juridictions, en l'occurrence les juridictions correctionnelles. Et vous avez été avocat, ça c'était dans votre vie précédente, et vous avez notamment été l'avocat d'Abdelkader Mera, qui était le frère de Mohamed Mera. Et je me souviens évidemment de votre plaidoirie à l'époque. J'ai reçu hier sur RMC Latifa Ibn Ziaten, qui est la mère d'une des victimes de Mohamed Mera. Et en sortant de cette plaidoirie, pour laquelle vous aviez plaidé la relâche d'Abdelkader Mera, Latifa Ibn Ziaten s'est adressée à nous tous Français, à travers la caméra. Elle était déçue du verdict et elle disait « Vous êtes naïfs, vous, les Français, réveillez-vous ». Est-ce qu'il n'aurait pas mieux fallu écouter Latifa Ibn Ziaten ? Madame, vous rappelez que j'ai été avocat d'Abdelkader Mera. Pourquoi j'ai accepté de le défendre ? Je l'ai dit déjà à l'époque. Les terroristes n'ont pas de tribunaux. Les terroristes ne connaissent pas les droits de la défense. Ce qui distingue, madame, le terrorisme et les terroristes de l'état de droit qui est le nôtre et qu'il convient impérieusement de maintenir, c'est quoi ? C'est le droit. C'est la règle de droit. Et c'est la raison pour laquelle j'ai défendu sur le terrain principiel. Vous savez, madame, défendre un homme, ce n'est pas épouser sa cause. C'était rappeler les principes. Je l'ai fait totalement. Moi, je n'ai jamais contesté à quiconque le droit d'être défendu. Et dans notre société, nous ne faisons pas comme certains islamistes radicaux. Et nous avons, madame, des règles qui ont été édictées pour certaines depuis des siècles et qu'il convient impérieusement de respecter. Sinon, nous basculons dans quelque chose qui n'est plus l'état de droit et qui, je le dis, n'est plus la démocratie. Mais je vous repose la question que Latifa Ibn Ziaten avait posée à ce moment-là. Elle disait la justice est naïve, on est trop naïf. A-t-on été trop longtemps naïf avec la radicalisation ? Madame, peut-être, Madame Ibn Ziaten est une femme qui a été meurtrie quand on est victime. Madame, on a son chagrin et on a le droit d'exprimer sa Mais vous n'êtes révolte. pas d'accord avec le fond, je veux dire, au-delà de... Vous pensez que c'est surtout dicté par l'émotion plus que par les faits ? Non, madame, c'est pas ce que je dis. Peut-être a-t-on été naïf, a-t-on laissé prospérer un certain nombre de choses. Voyez-vous, quand vous me rappelez ici le nombre d'infractions antisémites, d'agressions antisémites, peut-être que nous n'avons pas été suffisamment attentifs, mais qu'il me soit permis de vous dire que c'est une responsabilité collective, parce que dans notre pays,
qui est un État, qui est un pays, un État laïque, on a le droit, évidemment, de vivre sa religion sans être insulté, injurié, molesté. Et il faut être très vigilant. Moi, en ce qui me concerne, je veux l'être. Je ne suis pas responsable, pas plus que vous d'ailleurs, d'une possible naïveté, mais nous ne sommes pas aujourd'hui naïfs, nous sommes proactif sur ces questions. Proactif et extrêmement ferme. Un mot de Salah Abdeslam, parce que pour l'instant, il est retenu en Belgique. La Belgique qui refuse de rendre Salah Abdeslam à la France, enfin qu'il vienne purger sa peine en France. Est-ce que vous allez faire en sorte que la France récupère Salah Abdeslam comme comme la Belgique s'y était engagée? D'abord, ce n'est pas la Belgique qui refuse. Il y a une décision de justice qui est une décision prononcée dans le cadre de ce qu'on appelle un référé. Le fond n'a pas encore été évoqué. Nous avons des accords clairs avec la Belgique. Je ferai tout pour qu'ils soient respectés. Et madame, ils le seront. Les Français tués en Israël, les otages ressortissants français en Israël, est-ce que la justice française doit s'en saisir? J'ai eu, il y a quelques minutes de cela, avant d'arriver sur votre plateau, en ligne, le procureur national antiterroriste, qui m'a indiqué avoir demandé une expertise complète à la DGSI, service de renseignement, et il prendra son décision, je pense, dans les heures qui viennent, ou demain. Ça veut dire que le parquet antiterroriste pourrait se saisir au nom de la France, au nom du fait qu'ils sont des ressortissants français, de ce qu'il se passe là-bas. C'est un critère de compétence d'avoir une victime française, et malheureusement, nous en avons. Le PNAT pourrait... Le parquet antiterroriste. Parquet national antiterroriste pourrait se saisir, il le fera en toute indépendance. Mais nous aurons, je le crois, sur cette question, qui est une question centrale, une réponse rapide. Vous seriez aujourd'hui à la tête de ce parquet, vous saisiriez de l'affaire. Je ne suis pas à la tête de ce parquet. Encore une fois, vous allez me dire que la justice est indépendante. Voilà, encore une fois, il faut le rappeler tout le temps. Je suis garde des Sceaux, je ne peux pas appeler le procureur national antiterroriste. Ouais, enfin, vous étiez au téléphone avec lui, vous lui avez dit vous devriez le faire, vous lui avez dit quoi? Mais certainement pas, madame. Vous lui avez dit quoi alors? Certainement pas. Je me suis inquiété de l'évolution des choses et j'ai souhaité avoir un certain nombre, une conversation avec lui. Mais il ne me viendrait pas à l'idée, voyez-vous, de dire au procureur national antiterroriste, faites ci, faites ça. Et d'ailleurs, si par incident, inadvertance, ou tout ce que vous voulez, mais inadvertance, c'est le moins pire. Je venais à prononcer ces mots, je pense qu'il me dirait immédiatement, monsieur le garde des Sceaux, je vous rappelle que je suis indépendant. C'est l'indépendance juridictionnelle, elle est sacrée.